Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Au menu de l'actualité, une délégation du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières était sur les côtes d'Agbodrafo et d'Aniho pour l'état des lieux des projets de travaux de la protection côtière. À suivre dans ce journal. Des incendies, la sécheresse et la perte de plusieurs espèces font partie des multiples conséquences du changement climatique. L'Espagne en souffre depuis le début d'année, nous en parlons dans un instant. C'étaient les titres, bienvenue, voici pour vous le journal. L'avancée de la côte togolaise inquiète la population car elle cause d'importants dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Pour cela, notre équipe de reportage a demandé l'avis des citoyens sur l'érosion côtière et les moyens pour lutter contre ce phénomène. Les propos sont recueillis au micro d'Irène Papadina. Bon, l'érosion côtière, c'est le débordement de la mer sur la plage. Le problème qui se pose actuellement chez nous, des fois, il y a des tremblements qui engendrent des collisions entre les fosses. Donc ça permet la montée de l'eau et puis ça déborde sur les côtes. Selon moi, c'est l'avancée de l'eau sur le bord de la mer. Pour lutter contre l'avancement de la mer, je pense qu'il faut arrêter. Comme souvent, les gens vont ramasser le sable à la plage là, il faut qu'on arrête ça. Selon moi, l'érosion côtière, c'est l'avancée de la mer sur la plage. Pour lutter contre l'érosion côtière, on doit sensibiliser les habitants et on doit essayer de mettre des pierres au niveau de la plage pour barrer l'avancée de l'eau aussi. L'érosion côtière, c'est la manière dont le sol, la côte de notre pays se dégrade. On doit commencer par planter les arbres au niveau des côtes. On doit commencer par sensibiliser la population concernant ce phénomène. L'érosion côtière, c'est l'avancée de la mer sur les plages. L'État doit sensibiliser les citoyens en leur disant d'arrêter de puiser le sable de la plage. On doit mettre des briques pour bloquer l'avancée de la mer. On doit aussi contribuer en quelque sorte au nettoyage de la plage parce que en quelque sorte la pollution de la plage, du sable et tout engendre aussi l'érosion. Oui. L'érosion côtière, c'est le phénomène d'avancée de la mer sur la côte. On peut dire que déjà avec le rasage du sable et tout sur la côte, ça fait que la mer avance. Et puis bon, on peut aussi dire qu'il y a la pollution et tout, ce qui peut favoriser aussi cette érosion. L'érosion côtière est un fléau qui est en train de menacer actuellement notre côte. C'est l'avancée de la mer vers le centre-ville. Et cette avancée est en train de détruire les habitations et ça risque également d'empêcher la pêche, qui est une source de revenus pour certaines populations du pays et également qui constitue la base de l'alimentation d'une partie également de la population. Moi, je pense que l'État doit tout d'abord former la population par rapport au fléau, les sensibiliser par rapport à certains de nos actes que nous posons, par exemple les sables que nous enlevons pour la construction. Ça également, ça donne un coup de pouce à l'érosion côtière. Toujours dans le contexte de l'érosion côtière, c'est le phénomène qui retient l'attention de tous en ce moment et qui crée l'inquiétude dans la vie des populations. Pour lutter contre ce phénomène qui découle des changements climatiques dans notre pays, le Togo a lancé depuis septembre 2022 les travaux de protection de nos côtes dans le cadre du projet Ouaka. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibazi, était vendredi sur les côtes d'Agbodrafo et d'Aniho pour suivre l'état d'avancement des travaux. Notre équipe de reportage a fait le parcours avec le ministre et son équipe. Voici son compte rendu. Le ministre Katari Folibazi et sa délégation ont parcouru les sites des travaux de la protection côtière, travaux financés par le West Africa Coastal Areas Programme WACA pour lutter contre l'érosion côtière, la dégradation des sols, les pollutions et bien d'autres conséquences du changement climatique. Au total, 14 épis sur les côtes d'Agbodrafo et d'Aniho vont permettre aux populations de ces localités de ne plus être inondées par la mer.
Nous avons réalisé au total 14 ouvrages, 7 ouvrages ici au niveau de la zone d'Abodrafo et 7 ouvrages au niveau de la zone de Aneho. Donc ce sont des épis, c'est des ouvrages en enrochement qui ont comme objectif de stabiliser le trait de côte. Ces épis sont espacés de 350 mètres et ensuite rechargés au fait, avec du sable qui vient de la mer au niveau des zones d'empreinte, situées au large à 7 km de la côte du Togo et du Bénin. Ça se fait par dragage en mer, et le rechargement se fait ici avec la drague au niveau des cellules. Par cellule, nous avons un volume de rechargement d'environ 30 à 40 000 m3. Et ça, comme objectif, aussi de stabiliser le trait de côte pour une durée de vie de 20 à 30 ans à peu près. Les épis sont conçus pour une vague 50 tonnales. Donc, ils peuvent assurer une vague qui se produit tous les 50 ans. Donc, nous avons une fois les épis. Et au niveau de la zone d'Aneho, nous avons aussi prévu et réalisé un brise-lame. C'est un ouvrage qui est orienté parallèle à la côte, qui joue aussi son rôle de protéger la côte. Ces travaux réalisés par l'entreprise hollandaise Bocalis International sont terminés à 99%. Des digues de sable sont également construites sur la côte d'Aneho par la commune des Lacs 1. Ces digues vont empêcher la mer de déborder. Le ministre de tutelle du projet est satisfait des travaux. Il était de notre devoir, après avoir envoyé sur le terrain nos techniciens, que nous venons nous-mêmes pour constater l'état d'évolution de ces travaux-là. C'est vrai qu'au début, les travaux ont eu du mal à commencer, étant donné que dans ce projet-là, les travaux ont été annoncés avant la fin des études. Mais une fois que Madame le Premier ministre est venu faire le lancement, les travaux ont pris de l'envol, les choses se sont passées dans de bonnes conditions et c'est avec satisfaction que nous avons constaté que l'entreprise a pratiquement terminé le travail. On nous le disait, mais nous avons estimé quand même qu'il fallait qu'on vienne pour voir l'état d'avancée des travaux. Au cours de la visite, le ministre et sa délégation se sont rendus au lycée Zola pour un don de sanitaire aux apprenants inclus dans le projet WACA, ce dont va permettre aux élèves d'étudier dans un environnement sain. Cette visite est également marquée par la mise en terre d'un jeune plant sur un espace vert aménagé par le maire de la commune des Lacs 1. Au cours de cette visite, le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières Katari Folibazi a échangé avec les porteurs de sous-projets et les entreprises qui effectuent les travaux. Un bilan général a été établi et les difficultés rencontrées ont été analysées. Suivant. Les projets, les financements, les objectifs, les réalisations et leurs avantages, ainsi que d'autres points, étaient au centre des discussions au cours de cet échange avec les porteurs de sous-projets et les entreprises qui effectuent les travaux de la protection côtière. Les difficultés rencontrées dans la réalisation des projets ont été évoquées. L'ensemble des travaux qui étaient prévus être réalisés sont complètement réalisés. Quand je dis complètement, parce qu'il y a une fraction de travaux qui reste, qui est les pistes cyclables, qui représente à peu près 0,001%, qui vient de commencer, qui va certainement finir en fin juin. Et je crois que la réception provisoire des travaux est prévue au plus grand tard en juillet. Quand on prend les autres domaines, comme la lutte contre les inondations, j'avoue que les investissements qui sont prévus être faits par rapport à ça ne le sont pas encore, parce que nous avons l'étude de faisabilité technique qui vient d'être achevée. Le dossier d'appel d'offres, c'est maintenant, on va essayer de les lancer. Donc à ce niveau, les choses vont progressivement aller de l'avant. Pour ce qui concerne la lutte contre les pollutions, nous avons beaucoup plus travaillé sur le volet gestion des déchets liquides et solides. La conservation des écosystèmes. Nous avons fait un point aujourd'hui pour dire que nous avons au total plus de 500 hectares qui sont reboisés. On a une ambition de reboiser un peu plus de 1000 hectares cette année. Je crois qu'à ce niveau-là, les choses aussi avancent sans aucun problème. L'autre difficulté qui est venue s'ajouter à tout le système de passation de marché, c'est l'exécution des marchés. Et nous avons d'énormes problèmes aujourd'hui avec les entreprises
qui accusent d'énormes retards. Vous avez vu un peu la présentation qui a été faite. Les entreprises sont à près de 150% de délai consommé, avec un délai d'exécution qui reste encore très faible. Concernant les sous-projets, le bilan à mi-parcours est peu satisfaisant dans la réalisation des travaux. Des solutions sont proposées par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Katari Folibasi. En dehors des travaux de protection, il y avait aussi ce qu'on appelle des activités rénovatrices de revenus avec la réalisation de certains travaux qui devaient être faits dans les autres préfectures de la région maritime, telles que Yoto, Vaud, Zio et autres. Donc à ce niveau, c'est la plupart de nos entreprises locales qui ont eu les marchés. Nous sommes venus pour voir quel est l'état d'avancement de ces activités qui devaient être, ou de ces réalisations qui devaient être faites au niveau de ces différentes préfectures. Nous avons certes constaté qu'à certains endroits, les choses ont avancé normalement, mais il y a des endroits où les entreprises piétinent. Donc nous avons une réunion avec les directeurs de ces entreprises, de ces sociétés, pour les rappeler à l'ordre et attirer leur attention sur l'obligation qu'ils ont de terminer les travaux là. Nous avons 6 mois pour que chacune des entreprises mette tout en œuvre pour terminer ce qu'elle a à faire. Avec ces approches de solutions, le ministre de tutelle du projet WACA compte sur la mobilisation des entreprises et porteurs de projets afin que d'ici le 31 décembre 2023, les projets soient réalisés. Au Congo-Brazzaville, les rues sont devenues des dépotoirs géants. Les ordures débordent de partout au grand désarroi des populations. Les Brazzavillois hurlent de colère. Retrouvons Irène Papadinan pour plus de précisions. Le centre-ville du Congo-Brazzaville, autrefois appelé Brazza-la-Verte, s'est transformé en un véritable dépotoir public. Les déchets débordent des bacs le long des avenues, des ruelles et des marchés. Les populations hurlent de colère alors que la société de ramassage n'est plus en contrat avec le gouvernement depuis le mois d'avril. Dans le petit marché de Nikoa Joseph, à Bakongo, au sud de Brazzaville, on retrouve des tas d'ordures sur plusieurs mètres qui bouchent la canalisation. Les oiseaux, en l'occurrence des hérons, sont un festin tout le temps au grand désarroi des habitants des parcelles environnantes. La célèbre avenue de la Tismé est devenue un dépotoir en plusieurs endroits, en plus de ses béants nids de poules. Chargée de collecter les ordures, la société Averda connaît des défaillances depuis plusieurs mois. Son parc automobile est amorti et ses bacs sont devenus obsolètes selon les autorités municipales. Les ordures ménagères à ciel ouvert représentent un danger pour les populations. L'heure est à la sonnette d'alarme afin de lutter contre la pollution en protégeant l'environnement. Dans les recherches de solutions pour lutter contre le changement climatique, un groupe d'écologistes français ont testé la vulnérabilité des espèces d'arbres poussant dans les zones arides. Les résultats des tests dans le commentaire qui suit. Les écologistes français se sont intéressés à la vulnérabilité potentielle de 1016 espèces d'arbres poussant dans des zones arides situées aux 4 coins de la planète. Ils ont confronté ces espèces aux données d'aridité prospective s'appuyant sur 2 des scénarios climatiques futurs formulés par les scientifiques du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC. Entre 44 et 86% des espèces étudiées, assez bien réparties entre tous les groupes considérés, présentent une vulnérabilité suffisante pour entamer leur déclin dans le premier cas. Dans le second cas, les espèces sont entre 62 à 88% à n'être pas suffisamment armées pour faire face à un climat aux conditions encore plus arides, ce qui traduit l'effet d'une désertification plus étendue. À l'échelle continentale, ce risque varie entre 21% dans le désert du Sahara et 90% en Australie. Certaines des espèces les plus à risque ne sont pas actuellement menacées d'extinction. Nous pouvons citer l'Eucalyptus nordicolus. Pour les chercheurs, toutes les espèces ne seront pas affectées de manière égale. Les espèces marginales dans les milieux arides risquent d'être plus fortement affectées par l'aridification du climat que les espèces spécialisées en un climat très aride.
Considérée comme l'état de ce qui est sec qui manque d'humidité, la sécheresse est issue des conséquences du changement climatique. L'avis de la population sur la sécheresse et ses conséquences sur l'environnement, c'est le sujet de ce micro-trottoir que vous propose notre équipe de reportage. Suivant. La sécheresse dans notre pays est causée par le déboisement. Il n'y a plus de fraîcheur. Si nous plantons les arbres, il y aura plus d'humidité. J'exhorte mes frères et sœurs à planter plus d'arbres et à éviter le déboisement pour un environnement sain. La sécheresse est le manque de pluie. Quand les pluies ne tombent plus abondamment ou bien carrément ça ne tombe plus. Pour prévenir maintenant la sécheresse, je pense qu'il faut planter les arbres. Par exemple, le 1er juin qui s'annonce très bientôt, je pense qu'il faut informer ou bien mobiliser la population à planter les arbres et éviter de faire le déboisement, couper les arbres en désordre. La sécheresse est un phénomène au cours de laquelle les plantes ou les herbes perdent leur force. Pour éviter la sécheresse, nous devons éviter de couper les arbres, éviter de détruire la forêt. La sécheresse, c'est un phénomène au cours de laquelle les arbres ou les plantes perdent leur force ou bien se dessèchent. Nous devons planter les arbres, éviter le déboisement, éviter l'abattage anarchique des arbres, les feux de bourse. La sécheresse, c'est un phénomène biologique au cours de laquelle les feuilles, les arbres se fanent à partir de la chlorophylle. En tant qu'un citoyen, je dois planter les arbres. La sécheresse, c'est un phénomène au cours de laquelle les arbres perdent leurs feuilles et les animaux meurent et on a aussi manque d'eau. Pour éviter la sécheresse, on doit éviter de couper les arbres, planter les arbres et éviter de détruire la forêt. Plusieurs pays subissent les conséquences du changement climatique. C'est le cas de l'Espagne qui souffre d'une grave sécheresse depuis le début de l'année. Cette situation entraîne le manque d'eau, les risques d'incendie et la perte des espèces animales et végétales. Irène Papadina pour plus de détails. Confrontée à une sécheresse persistante et à une vague de chaleur, l'Espagne manque d'eau, alors que 80% de l'eau disponible est utilisée pour alimenter le potager de l'Europe. Plusieurs voix s'élèvent pour appeler à repenser la gestion de l'or bleu. Le dicton « avril plein d'eau » en Espagne n'est pas vérifié depuis le début de cette année. Non seulement le mois d'avril a été le plus sec jamais enregistré dans le pays, plusieurs villes ont aussi connu des records de chaleur pour la période. Selon les relevés de l'Agence de l'État de météorologie, les températures sont montées à 38,7 degrés Celsius à Cordoue et à 37,8 degrés dans la province de Séville en Andalousie ces derniers jours. Dans ces deux régions, les gouvernements locaux ont imposé des restrictions sur l'arrosage des jardins et le remplissage des piscines qui sont interdits. À cause du dérèglement climatique, les sécheresses se font plus fréquentes, plus intenses et les températures augmentent. Cela participe à assécher la végétation et le sol perd sa capacité à stocker de l'eau. Une alerte a déjà été donnée par l'ONU qui estime que près de 115% du territoire est aujourd'hui en voie de désertification. Il est donc indispensable de lutter contre le dérèglement climatique et d'apprendre en même temps à mieux gérer l'eau. Sinon, une grande partie de l'Espagne deviendra désertique d'ici quelques années. Ainsi s'achève ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes.